Bonjour chers étudiants, on vous présente notre cours de terminologie des sciences économiques et de gestion destiné aux étudiants de deuxième semestre. On vous rappelle l'objectif général de ce cours-là. Donc ce cours est présenté pour connaître et assimiler la terminologie de la science économique et de gestion et de se familiariser avec les notions de base économique. الهدف الأساسي هو تمكين الطلبة من المفاهيم الأساسية التي تتعلق بعلوم الاقتصادية وعلوم التدبير. Les axes de ce cours ils seront adaptés et ajustés en fonction des présentations que nous allons présenter, mais ils couvrent essentiellement une terminologie liée à l'étude des marchés au niveau microéconomique, une terminologie liée au circuit économique, une terminologie liée à la comptabilité nationale et à l'équilibre global, une terminologie également liée aux fonctions de l'entreprise. محاور المحاضرات التي سنقوم بتقديمها من خلال هذه الوحدة تهم بالأساس مفاهيم مرتبطة بدراسة الأسواق في إطار الاقتصاد الجزئي، مفاهيم مرتبطة بالدورة الاقتصادية وبالمحاسبة الوطنية في إطار التوازن الكلي والاقتصاد الكلي، وفي النهاية مفاهيم مرتبطة بوظائف المقاولة. Sans transition, on passe au premier chapitre, terminologie liée à l'étude de marché. نقوم بتوضيح المفاهيم المرتبطة بدراسة الأسواق في إطار الفصل الأول. La première notion sur laquelle on va se présenter au niveau de cette terminologie, c'est de définir c'est quoi un marché. Donc on va essayer de chercher la notion du marché et de définir cette notion. Qu'est-ce qu'on entend par un marché? En économie, nous ne considérons pas le marché comme un lieu physique. Voilà le premier point sur lequel on va se mettre d'accord, c'est qu'au niveau économique, la considération donnée au marché n'est pas comme la considération au sens courant. Lorsqu'on dit le marché au niveau courant, on se fait référence généralement à un lieu physique, à une rencontre physique entre les offreurs et les demandeurs, entre les acheteurs et les vendeurs. Mais au niveau économique, la notion elle est plus large, donc et le sens elle est abstrait et on ne fait pas référence à un lieu physique. De ce fait, les économistes ils vont décrire un marché comme une réunion d'acheteurs et de vendeurs, c'est-à-dire un arrangement dans lequel les acheteurs et les vendeurs entrent en contact direct ou indirect, c'est très important, pour vendre ou acheter des biens et des services. Alors pour nous, au niveau économique, le marché il est considéré comme une rencontre entre l'offre et la demande. Cette rencontre entre l'offre et la demande peut être sous forme physique ou bien directe ou bien indirecte. Au sens abstrait, la notion du marché. Donc toute rencontre de l'offre et de la demande et qui va aboutir à l'élaboration d'un prix, dans ce cas-là, on va la considérer comme étant un marché. أول سؤال يتبادر لنا للذهن في إطار مفاهيم متعلقة بدراسة الأسواق هو ماذا نقصد بالسوق؟ في الاقتصاد ومن الناحية الاقتصادية نحن لا نعتبر السوق كمكان مادي. السوق من الناحية الاقتصادية ليس مكان مادي، والإشارة هنا لأنه في المصطلحاتنا اليومية عندما نتحدث عن السوق فإننا نعني بالأساس مكان مادي نذهب إليه من أجل التبضع ومن أجل شراء المنتجات، وهناك لقاء مباشر ومادي ما بين البائعين والمشترين. لكن في الناحية الاقتصادية لا نشير بالأساس إلى مكان مادي. المكان المادي ليس بالضرورة أساس في تعريف السوق من الناحية الاقتصادية، بل العكس من ذلك، فإنه من الناحية الاقتصادية وبالنسبة للاقتصاديين فالسوق هو نصفه كاجتماع للمشترين والبائعين. هناك مفهوم الاجتماع، ولكن يكون فيه البائعون والمشترون في اتصال مباشر أو غير مباشر للبيع
أو الشراء هذه السلع والخدمات. وبالتالي هنا لا نشترط بالأساس لقاء مادي مباشر، فكل اجتماع أو كل ترتيب يتوافق فيه العرض والطلب فإنه يشكل لنا بالنسبة إلينا سوقا وليس بالأساس الذهاب إلى مكان مادي معين. Par exemple, donc pour illustrer notre définition, on va présenter un exemple dans lequel le marché des téléphones constituera l'ensemble des vendeurs et des acheteurs de téléphones mobiles dans une économie. Donc ici, ce que vous allez constater, c'est que au niveau de la définition du marché du téléphone mobile, on ne va pas faire référence à un lieu où il y a la vente et l'achat des téléphone mobile, mais c'est la rencontre entre l'offre et la demande des acheteurs et des vendeurs de téléphonie mobile, que cette rencontre soit de façon directe ou de façon indirecte. Cela ne fait pas nécessairement référence à un emplacement géographique, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire ici, on ne fait pas une référence à un lieu physique géographique dans lequel on doit se rencontrer pour faire les achats et les ventes, quel que soit le moyen de communication réalisé, quelle que soit la manière avec laquelle on se mettra d'accord. Donc l'ensemble de l'offre et l'ensemble de la demande va constituer pour nous au niveau économique. Donc c'est la notion ou bien ce qu'on appelle le sens abstrait du marché. على سبيل المثال سيشكل سوق الهواتف المحمولة جميع البائعين والمشترين للهواتف المحمولة في اقتصاد معين. هنا عندما نشير إلى هذا المثال فإننا نشير إليه بأن عندما نتحدث عن سوق الهواتف المحمولة فإننا لا نقصد بالأساس موقع جغرافي معين، بل نقصد تجمع البائعين والمشترين أي العرض والطلب. هذا التجمع ما بين العرض والطلب من الناحية مباشرة أو غير مباشرة يشكل لنا بالنسبة إلينا تعريفا للسوق. Donc, le premier point à retenir au niveau de cette séquence, c'est que le marché, au sens économique, n'est pas un lieu physique. Voilà la notion sur laquelle on va se mettre d'accord dès le début au niveau de cette définition ou bien cette notion du marché, c'est que la notion du marché n'est pas liée nécessairement à un lieu géographique. Le marché est composé d'une offre et d'une demande. Voilà le deuxième point sur lequel on se met d'accord également, c'est que lorsqu'on dit le marché en premier lieu, ce n'est pas un lieu physique. C'est quoi un marché? C'est l'offre et la demande. C'est la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, maintenant, après avoir défini ce qu'on veut dire par un marché, donc on va y aller au niveau de la classification des marchés. Donc, une classification qu'on donne généralement, c'est la classification selon l'objet. Dans cette classification, on va distinguer entre un marché de biens et de services. L'objet, c'est les biens et les services. Donc, l'objet échangé ici, c'est les biens, les produits, etc. Donc, on fait référence à la téléphonie mobile, on fait référence à la restauration, aux légumes, aux fruits, au pétrole. Donc, ça, c'est les biens, le marché des biens et des services. Deuxième type de marché au niveau de cette classification, c'est le marché de travail. Donc le marché de travail, il y a une notion essentielle à distinguer, c'est au niveau de l'offre et la demande au niveau de ce marché. Donc ce marché, au niveau de l'offre, il y a les ménages. Donc les ménages offrent le travail et ils demandent l'emploi. Ça, c'est très important à le souligner. Et également, au niveau de la demande, c'est la demande du travail qui porte sur le travail. Ceux qui demandent le travail, c'est les administrations publiques et les entreprises. Le prix de ce marché-là, il est composé par les salaires. S'il y a un déséquilibre, il va donner une situation de chômage. Un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché de travail. Troisième type de marché que nous allons également présenter, c'est le marché des capitaux
où l'objet ici, c'est l'échange des capitaux. À ce niveau-là, on distingue un marché financier généralement à long terme, donc il y a des exceptions, mais de façon générale, le marché financier, c'est un marché à long terme, dont l'objet échangé, c'est les titres, à savoir principalement les actions et les obligations. Également, il y a le marché monétaire. Donc, de façon générale, comme on a dit pour le marché financier, c'est un marché à long terme. Le marché monétaire, c'est un marché qui est généralement un marché à court terme. L'objet échangé, ce sont les liquidités. On parle ici d'une autre classification, c'est le marché interbancaire qui réunit seulement les banques avec la banque centrale, ici au Maroc, appelée Banque El Maghrib, et également le marché des titres de créances négociables où l'échange il se fait généralement, les titres ils portent sur les grandes entreprises, sur les banques et également sur l'État. Donc c'est l'échange au niveau du marché monétaire, au niveau de ce qu'on appelle les titres de créances négociables. Il y a un autre marché également qu'on appelle le marché de change où l'objet échangé, ce sont les devises. تصنيف الأسواق حسب طبيعة السلعة. بعد أن قمنا بتعريف مفهوم السوق وقلنا بالأساس بأن السوق هو ذلك الالتقاء الذي يحدث ما بين العرض والطلب، وحددنا كذلك بأن هذا الالتقاء لا ليس بالضرورة التقاء مادي جغرافي. نتساءل الآن عن تصنيف الأسواق وعن هذا التصنيف وأنواع الأسواق. وأول تصنيف سنقوم بتوضيحه ونعتبر التصنيف الأهم هو تصنيف الأسواق حسب طبيعة السلعة. نحدد في هذا الباب أو في هذا المجال بأن هناك سوق للسلع والخدمات marché des biens et de services، سوق السلع والخدمات. وهنا طبيعة السلعة التي نقوم بتبادلها العرض والطلب وهي السلع أو البضائع والخدمات، ونشير هنا إلى جميع السلع وجميع الخدمات التي نقوم بتبادلها في إطار سوق السلع والخدمات. نتحدث كذلك عن سوق العمل، وقد قمنا كذلك بتوضيح بأن سوق العمل هو السوق الذي يقوم بتبادل طبيعة السلعة هنا أو طبيعة التبادل يتم على الأساس على العمل. وهنا من ناحية العرض فإن العائلات، قطاع العائلات هنا نشير إليه من الناحية التصنيفية، من ناحية التصنيف الاقتصادي، قطاع العائلات يقوم بعرض العمل في حين أن المقاولات والإدارات العمومية تقوم بطلب هذا العمل. سوق الرساميل، وهنا من المفهوم بأن طبيعة السلعة هي الرساميل، وهنا نتحدث عن سوقين أساسيين، السوق المالية التي تقوم بأساس بتبادل السندات وكذلك الأسهم، في حين أن السوق النقدية التي تهم بالأساس سوق التبادل الذي يهم السيولة المالية في إطار السوق النقدية البنكية التي تجمع ما بين الأبناك. وهنا نتحدث عن باللغة الفرنسية نشير إلى le marché monétaire interbancaire، وكذلك سوق السندات التي تقوم في إطار السوق النقدية. التصنيف الأخير هنا هو سوق الصرف، وهنا يقوم بتبادل العملات. العملات هو السلعة التي يتم على أساسها التبادل في إطار هذا التصنيف، وهو تصنيف حسب طبيعة السلعة. Après avoir présenté une classification selon l'objet des marchés, c'est-à-dire selon le bien ou les éléments échangés, nous allons passer maintenant à une autre classification selon les types de structures du marché. Et à ce niveau-là, on va présenter une classification au niveau de la structuration du marché et
plus exactement, on va s'orienter vers la concurrence. Donc, il y a essentiellement, quand on parle des marchés, une variété de structures de marché qui caractérisent l'économie. Donc, il y a plusieurs variétés de marchés qui caractérisent l'économie. Plus essentiellement, on parle de telles structures de marché font essentiellement référence au degré de concurrence sur un marché. Donc, comment on distingue ces structures? C'est par rapport à un indicateur essentiel, c'est-à-dire le degré de la concurrence. Il y a des marchés où la concurrence elle est très élevée, on va dire même parfaite et pure. Il y a des structures dans lesquelles il y a aucune concurrence et à ce niveau-là, on parle du monopole. Après, on va classer et prendre chaque marché et le présenter à part. Donc, il existe d'autres déterminants des structures de marché, pas seulement de la concurrence, plus essentiellement de la concurrence, mais il y a également d'autres, tels que la nature des biens et des produits, le nombre des vendeurs, le nombre des consommateurs, la nature du produit ou des services, les économies d'échelle, etc. Donc, plusieurs indicateurs, plusieurs critères qui nous permettront de distinguer les structures de marché et de les différencier. Mais plus essentiellement, on retient ici que l'élément ou bien le critère déterminant au niveau de la structure des marchés, c'est essentiellement le degré de la concurrence sur le marché. أنواع هياكل السوق بعد تصنيف الأسواق حسب طبيعة السلعة التي تقوم بتبادلها، نقوم أساسا هنا بتصنيف الأسواق حسب أنواع هياكل السوق. وهنا نشير بالأساس إلى معيار مهم وهو معيار درجة التنافسية ما بين هذه الأسواق. مجموعة متنوعة من هياكل السوق تميز الاقتصاد. هنا نقصد بأنه ليس هناك هيكل واحد للسوق، هناك مجموعة من الهياكل المتنوعة التي تميز السوق الاقتصاد. إن هياكل السوق هذه تشير بشكل أساسي إلى درجة المنافسة في السوق. إذن المعيار الأساسي الذي نقوم على أساسه بتصنيف هياكل السوق هو درجة المنافسة في السوق. هناك محددات أخرى لهياكل السوق مثل طبيعة السلع والمنتجات، عدد البائعين، عدد المستهلكين، طبيعة المنتج أو الخدمة، أو ما نطلق عليه باسم فورات الحجم، ونقصد بها باللغة الفرنسية les économies d'échelle وما إلى ذلك من المعايير. لكن يبقى معيار درجة المنافسة هو المعيار الأساسي الذي على أساسه نحدد أنواع هياكل السوق. Le premier type de marché que nous allons présenter, c'est le marché de concurrence pure et parfaite. Donc, la première chose, la notion de concurrence pure et parfaite, c'est l'un des résultats de la pensée néoclassique par rapport à la formation des prix. Je fais référence à la pensée néoclassique parce que c'est l'un des éléments essentiels de leur pensée et c'est présenté au niveau microéconomique basé sur la rationalité de l'agent économique, et la concurrence pure et parfaite, c'est l'une des consécrations les plus importantes de cette pensée néoclassique qui, par rapport à la formation des prix, est l'un des cadres de référence pour cette pensée néoclassique. Dans une structure de marché de concurrence pure et parfaite, à ce niveau-là, il existe un nombre d'acheteurs et de vendeurs qui est très important, un grand nombre, un nombre très très élevé au niveau des acheteurs et de vendeurs. Et lorsqu'on parle de concurrence pure et parfaite, on parle d'un degré de concurrence qui est le plus élevé possible. C'est là où la concurrence à son état, comme il est indiqué, à son état pur et parfait, il y a le plus fort degré de concurrence qui caractérise ce marché. Toutes les entreprises sur un tel marché sont donc des preneurs de prix. Donc, la première notion à laquelle on se rapporte par rapport à cette notion de concurrence
pure et parfaite, c'est au niveau de la formation des prix. Donc le prix, il est formé sur le marché suite à la rencontre de l'offre et de la demande qu'on va présenter par la suite, mais plus exactement qu'une entreprise sur ce marché-là ne décide pas sur le prix, elle prend le prix du marché, elle est obligée d'exercer le prix du marché, et s'il décide un prix supérieur ou inférieur, elle sera lésée au niveau de ce marché. Donc, on parle ici des entreprises qui sont preneurs de prix. سوق المنافسة الخالصة والكاملة هي النقطة التي توقفنا عندها في الحصة السابقة والتي قلنا بأننا سوف نقوم بتوضيحها وتوضيح مفاهيمها ومعالمها في هذه الحصة. سوق المنافسة الخالصة والكاملة، ونتحدث هنا عن المنافسة في أقصى درجاتها، هي واحدة من نتائج الفكر النيوكلاسيكي فيما يتعلق بتكوين الأسعار. إذن هي نتيجة الفكر النيوكلاسيكي وإطار مرجعي لهذا الفكر النيوكلاسيكي. في هيكل سوق المنافسة الخالصة والكاملة الأساسي هنا أننا نتحدث عن عدد هائل وكبير من المشترين والبائعين. هذه كنقطة أساسية، فيما بعد سنوضح أهم الشروط الأساسية التي يجب توفرها لتتحدث عن منافسة خالصة وكاملة. لذلك فإن جميع المقاولات التي تنتمي إلى هذا السوق تتحمل السعر، يكون مفروض عليها أن تقوم بوضع سعر السوق، وهذا السعر الذي يكون نتيجة العلاقة التي تربط ما بين العرض والطلب، وسنوضح ذلك من خلال توازن هذا السوق. إذن المقاولة التي تقوم بتصريف منتجاتها في إطار سوق المنافسة الخالصة والكاملة لا تقوم بتحديد السعر، ولكنها سيفرض عليها سعر السوق، ولا يمكنها أن تفرض سعرا لا أقصى ولا أدنى. وفي هذه الحالة، حالة أنها تفرض سعر أقصى أو سعر أدنى، فإنها ستكون في وضعية لا يمكن أن تتحملها في هذا السوق. Les hypothèses maintenant de la pureté de la concurrence. Donc, globalement, quand on parle de concurrence pure et parfaite, qu'est-ce qui fait, ou bien quelles sont les conditions? On va parler des conditions, des hypothèses, des axiomes, des fondements de la pureté et également de la perfection du marché. Nous, on va synthétiser les hypothèses entre les deux notions, la notion de pureté et également la notion de perfection. Donc, commençons par les hypothèses de pureté de la concurrence. Donc, la première notion, ou bien la première axiome, la première condition, c'est l'atomicité. Qu'est-ce qu'on entend par l'atomicité? On veut dire que le nombre des acheteurs côté de la demande et le nombre des vendeurs côté de l'offre est très grand, très important. Et aucun acteur, c'est-à-dire aucun acheteur ou vendeur, n'a un poids ou un pouvoir sur le marché qui est suffisant pour pouvoir influencer le prix. Donc, si je m'appartiens à ce marché, j'ai une petite taille et j'ai face à moi des acteurs, des vendeurs et des acheteurs avec un nombre très important. Et dans ces conditions, je ne peux pas influencer le prix. S'il y a une grande entreprise dans ce marché-là, on ne parle plus de concurrence pure et parfaite et on ne parle plus de la condition de l'atomicité. D'où vient le mot atomicité? Il vient du mot atome, la plus petite particule au niveau de l'univers, et par conséquent, l'atomicité fait référence à ce que le nombre des acteurs, acheteurs ou vendeurs, elle est très important et de taille presque similaire pour ne pas influencer les conditions du marché. L'homogénéité. Donc, l'homogénéité de quoi? C'est l'homogénéité des produits. Donc, l'homogénéité des produits sur le marché veut dire que les produits qui sont échangés sur ce marché-là sont homogènes et parfaitement homogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont complètement identiques. On parle du même produit, aucune différence, ni dans l'emballage, non plus dans la couleur ou les caractéristiques ou les options des produits qui fait la différence entre les différents produits. On parle d'un même produit qui doit être échangé sur le même marché.
La fluidité. Donc, il y a entrée et sortie libre du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. Qu'est-ce qu'on entend par la fluidité? Ça veut dire que les acteurs, les entreprises ou les acheteurs qui veulent entrer sur le marché ou bien sortir du marché ont le libre accès soit à l'entrée, soit à la sortie. S'il n'y a pas de barrière, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxes à payer pour entrer ou bien des droits pour sortir, et on n'impose pas à ces entreprises des conditions pour entrer sur le marché ou bien pour sortir du marché. La fluidité veut dire que ceux qui veulent entrer, ils entrent, ceux qui veulent sortir, ils peuvent sortir sans aucune barrière, ni à l'entrée, ni à la sortie. Ces trois conditions, globalement, ils sont 5. 3 pour les hypothèses de pureté et 2 pour les hypothèses également de la perfection pour parler d'un marché de concurrence pure et parfaite. Voilà, telles sont les 3 hypothèses de pureté de la concurrence. فرضيات المنافسة الخالصة. عندما نتحدث عن سوق المنافسة الخالصة والكاملة، هنا سوف نقوم بوضع فرضيات أو بمناقشة الفرضيات الموضوعة التي من خلالها نتحدث عن المنافسة الخالصة والكاملة. سنوضح ذلك من خلال 3 فرضيات أو 3 شروط أساسية للمنافسة الخالصة وشرطين أساسيين للمنافسة الكاملة، وعندما تجتمع الشروط ال5 فإننا نتحدث بذلك عن سوق المنافسة الخالصة والكاملة في أقصى درجاتها. الشرط الأول أو الفرضية الأولى نتحدث عن التكافؤ. هي ترجمة المناسبة المتوافقة مع l'atomicité. Il n'y a pas une traduction qui est littérale, mais c'est une traduction adaptée au sens global. Donc هنا نترجم من ناحية مفهوم العام ل هذه الفرضية، وهي فرضية التكافؤ، والتي قلنا بأنها توازي من الناحية الفرنسية l'atomicité. التكافؤ بمعنى أن عدد المشترين ليس بمعنى أن عدد المشترين يساوي عدد البائعين، لا. عدد المشترين من ناحية الطلب والبائعين من ناحية العرض كبير جدا، ولا يملك أي من البائعين، هنا نتحدث من ناحية العرض أو من ناحية الطلب، الوزن الكافي لكي يتمكن من التأثير على السعر أو فرض شروطه في التداول والبيع والشراء في هذا السوق. بمعنى آخر بأن المقاولات وكذلك المشترين الذين ينتمون إلى هذا السوق لديهم حجم صغير أو حجم متكافئ وعدد كبير جدا حتى لا يستطيعوا التأثير على تكوين الأسعار أو التأثير على فرض سعر معين أو فرض شروط معينة أثناء التداول في سوق المنافسة الخالصة والكاملة. الفرضية الثانية نتحدث عن التجانس. ماذا نقصد بالتجانس؟ نقصد به تجانس المنتجات، أي أنها متطابقة تماما، وفي هذا الصدد نقول بأن المنتجات التي يقوم بتبادلها في إطار سوق المنافسة الخالصة والكاملة هي نفسها. ليس هناك أي اختلاف، لا من ناحية الشكل، لا من ناحية الجودة، لا من ناحية المكونات أو من ناحية العوامل التي تساهم في إنتاجها. السيولة هي نقصد بها هنا سيولة أو لا فلويديتي، هنا بمعنى هناك نوع من المرونة في الدخول وفي الخروج من هذه السوق. هناك دخول وخروج مجاني، أي أنه لا توجد عوائق لا لدخول المقاولات إلى هذه السوق ولا لخروجها، أي لا نقوم بفرض رسوم على الدخول أو على الخروج من سوق المنافسة الخالصة والكاملة. Les hypothèses, pour compléter les hypothèses, on va parler des hypothèses de perfection de la concurrence. Donc, les hypothèses de la perfection de la concurrence, on parle premièrement de la mobilité, c'est-à-dire la libre circulation des facteurs de production. On parle également de la transparence, mais de la transparence de l'information, c'est-à-dire que tous les participants au marché, c'est-à-dire tous les acteurs, soit au niveau de l'offre, soit au niveau de la demande, ont une connaissance complète de toutes les conditions et tous les facteurs significatifs du marché. C'est-à-dire que tous les acteurs sur le marché, ils partagent les mêmes informations.
dans ce cas-là, ces deux hypothèses forment ce qu'on appelle les hypothèses de perfection de la concurrence. فرضيات المنافسة الكاملة. هاتين الفرضيتين ستكمل لنا فرضيات المنافسة الخالصة، وهنا سنتحدث عن فرضيتين لكي نتمم 5 فرضيات. فرضيات المنافسة الكاملة تهم بالأساس تنقل، وهنا نتحدث عن الحركة الحرة لعوامل الإنتاج. بالفرنسية كنا نسمي ذلك بلا موبيليتي، c'est-à-dire la libre circulation des facteurs de production. الحركة الحرة لعوامل الإنتاج أي أنه لا توجد هناك احتكار لعوامل الإنتاج أو معيقات لتحول عوامل الإنتاج من مقاولة إلى أخرى. شفافية المعلومات، وهنا نقصد بذلك أن جميع المشاركين في السوق لديهم معرفة كاملة وشاملة بجميع العوامل الهامة في السوق، أي أن المعلومات التي توجد داخل السوق متوفرة للجميع وبالمجان كذلك، ولا توجد أي عوائق تمنع المعلومات في الوصول إلى الفاعلين في السوق، لا من ناحية العرض أو من ناحية الطلب، أي أن جميع المعلومات متشاركة فيما بين جميع الفاعلين من ناحيتي العرض والطلب كما سبق الذكر لذلك. بهاتين الفرضيتين نتمم 5 فرضيات تهم فرضيات المنافسة الكاملة والخالصة. عندما تجتمع هذه الفرضيات ال5 فإننا نتحدث هنا عن سوق المنافسة الكاملة والخالصة، وبالتالي فإن عدم تواجد أي من هذه الفرضيات فهذا سيمنع الإطار المرجعي من تحقق المنافسة الخالصة والكاملة. Ce qui est à retenir à ce point-là, le point essentiel, c'est que le marché de concurrence pure et parfaite, c'est un marché théorique et idéal. Pourquoi c'est un marché qui est théorique et idéal? Parce que c'est un marché où les 5 hypothèses doivent être réunies de façon complète et de façon parfaite pour parler de la concurrence pure et parfaite. Et dans la pratique, c'est difficile qu'on réunisse les 5 hypothèses. Donc c'est un marché qui reste théorique, idéal et un cadre de référence et d'analyse du comportement des marchés. Mais dans la pratique, on parle du marché qui tend vers la concurrence pure et parfaite, mais on ne peut pas parler qu'il existe sur la réalité un marché où les 5 hypothèses sont réunies, comme vous allez les constater et les analyser. Il est difficile d'avoir l'atomicité, et si nous avons l'atomicité, certaines entreprises peuvent grandir, certaines coalitions peuvent naître sur certaines entreprises. Au niveau de la mobilité, il se peut que les facteurs de production soient monopolisés par une entreprise et ils sont disponibles par une autre entreprise. Au niveau de la fluidité, c'est difficile encore de parler d'un marché où il n'y a pas des barrières à l'entrée non plus à la sortie. Au niveau de la transparence des informations, certes, les informations ils sont disponibles, mais les informations pertinentes sont parfois payantes. Et également l'homogénéité, c'est difficile de parler d'un produit homogène à 100% dans un marché. Donc il y a un certain degré de différenciation. C'est pour ces raisons-là qu'on parle d'un marché qui reste un marché théorique et idéal. سوق المنافسة الكاملة والخالصة يظل سوقا نظري وكامل وكذلك طوبوي يوتوبيك، بمعنى أن سوق المنافسة الكاملة والخالصة من الصعب أن تتحقق الفرضيات ال5 في آن واحد، ويمكن أن نقول بأن هناك بعض الأسواق التي قد تؤول إلى المنافسة الكاملة والخالصة، وبالتالي فإننا عندما حللنا الفرضيات لاحظنا بأن هناك بعض الفرضيات التي يصعب أن تتحقق بشكلها الكامل. فعندما تحدثنا عن التكافؤ فمن الصعب أن نجد أن هناك تكافؤ 100%، أي أنه في بعض الأحيان بعض الأسواق تكون هناك بعض التكتلات ما بين البائعين أو بين المشترين لفرض أسعار معينة. كذلك في الناحية تجانس البضائع فمن الصعب كذلك أن يتحقق تجانس كامل للبضائع، وبالتالي فإن تواجد بعض الاختلافات في البضائع قد يمكن من
وضع مجموعة من العوائق في هذا السوق، وبالتالي فإننا نتحدث هنا عن مجموعة من الإشكاليات التي يطرحها سوق المنافسة الكاملة والخالصة. هذا السوق يظل سوقا مميزا بالنسبة للمستهلك وغير كذلك في صالح المنتج. Ce marché, c'est un marché qui est avantageux pour le consommateur et il n'est pas avantageux pour le producteur. Donc c'est un marché qui reste un marché dans l'intérêt des consommateurs beaucoup plus que dans l'intérêt des producteurs. Voilà ce qui doit être retenu. Et également, il faut noter que pour parler de la concurrence pure et parfaite, il faut réunir les 5 hypothèses. L'équilibre du marché. Un marché de concurrence pure et parfaite réalise son équilibre par l'égalité de l'offre et de la demande. L'offre globale du marché et la demande globale du marché également. توازن السوق يتحقق توازن السوق المنافسة الخالصة والكاملة من خلال المساواة التي توجد ما بين العرض الكلي والطلب الكلي. ومن هذا المبيان التوضيحي نوضح بأن هناك التقاء ما بين العرض والطلب. Il y a une rencontre entre l'offre et la demande parce que toujours l'offre elle est croissante et la demande elle est toujours, pour un bien normal, elle est décroissante. Il y a certainement des exceptions dans lesquelles on va parler, mais cette relation entre l'offre et la demande et cette rencontre entre l'offre et la demande, il va nous déterminer un équilibre dans lequel le prix, c'est le prix d'équilibre, c'est le prix qui doit être exercé par l'ensemble des entreprises sur ce marché et ça c'est la quantité qui doit être produite par l'ensemble des entreprises sur ce marché-là. Donc l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est ça ce qui va nous donner cette situation d'équilibre pour le marché de concurrence pure et parfaite. توازن السوق المنافسة الكاملة والخالصة يتم من خلال مساواة ما بين العرضين، العرض الكلي والطلب الكلي كذلك.